VC. Plateau, virtuel, club. Plateau, Vivacité. club. Une émission de théâtre consacrée à la fabrique du sens. Une pièce de théâtre, un auteur, une œuvre. Une pièce, un auteur de théâtre, une œuvre. Aujourd'hui, nous accueillons Jean Cagnard pour nous parler de sa pièce « Quand toute la ville est sur le trottoir d'en face », parue aux éditions Espace 34. Ce texte vient d'une invitation d'un centre thérapeutique pour toxicomanes à côté d'Alès, là où j'habite. Elle met en scène deux personnages, le résident et l'éducateur. Le résident qui représente tous les résidents et l'éducateur qui représente tous les éducateurs. C'est plutôt une succession de tableaux qui se placent les uns à côté des autres pour composer un paysage particulier, où il est question, puisque ça parle du sevrage de la toxicomanie, de beaucoup de fragilité, de courage, de cet espace très particulier et qui là est très très étroit entre la vie et la mort. Ça peut paraître deux termes un peu forts, mais c'est pourtant ça qui se passe. Nous remercions chaleureusement la Téline de nous accueillir aujourd'hui dans ses locaux. Bonjour Jean. Bonjour Marie. Bonjour et avec Sabine. nous, Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Bonjour Sabine. Bonjour Marie et bonjour Jean. Salut Sabine. Alors Sabine, vous êtes l'éditrice de Jean Cagnard. À quand date votre première rencontre avec son écriture ? À de très nombreuses années. J'avais commencé à lire des textes de Jean il y a au moins 10-15 ans. Et on s'était rencontrés, je ne sais pas si Jean Cagnard s'en souvient, à la Chartreuse, au moment des Contemporaines, qui était un temps fort en lien avec l'écriture actuelle et les projets scéniques. J'ai lu un certain nombre de textes de Jean et j'ai commencé à publier 2 textes la même année, en 2006, Les gens légers, et puis un recueil de 2 monologues, L'avion et De mes yeux la prunelle. Et depuis, régulièrement, Jean m'envoie ses textes et j'en publie de la même manière régulièrement. On a actuellement 6 livres publiés. Qui sont La distance qui nous sépare du prochain poème, dont le titre magnifique correspond à une forme poétique assez particulière d'écriture, puisque c'était pensé pour la scène, un théâtre d'objets, mais Jean nous en dira peut-être plus, qui a été mis en scène par la compagnie 1057 Roses. Compagnie La compagnie que je forme avec Catherine Vasseur. Voilà. Mais en fait, si je peux dire 2 mots sur ce texte-là, parce qu'en fait c'est un recueil de poésie, et j'aurais jamais imaginé te l'envoyer si on n'avait pas fait un spectacle en fait. Donc c'est un texte qui n'a pas été pensé forcément pour la scène, mais comme c'est devenu un spectacle, c'est devenu du théâtre. Et c'est ce qui m'a plu, publier quelque chose qui n'était pas nécessairement de l'ordre de ce qu'on attend du mot théâtre. Depuis, on a publié aussi L'inversion des dents et Au pied du Fujiyama, qui est un texte qui a beaucoup circulé, notamment parmi les adolescents, puisqu'il était sélectionné pour le prix Collydrame il y a 2 ans, mais qui a été écrit également à partir d'un travail de résidence de 3 années. Un texte sur la question d'où vient-on, de quel territoire vient-on. Et le dernier, Quand toute la ville est sur le trottoir d'en face. Jean,
Cette pièce s'intitule donc « Quand toute la ville est sur le trottoir d'en face ». C'est une phrase que prononce le personnage du résident pour évoquer la toxicomanie. Ce titre s'est-il trouvé à la fin du processus d'écriture ou bien ça a été un point de départ, un leitmotiv pour écrire ? Ni l'un ni l'autre en fait. Les titres en fait sont issus du texte en général. Je les découvre, je les rencontre. Donc j'ai une feuille, quand j'écris, j'ai une feuille à côté de moi et puis de temps en temps, ou très peu souvent d'ailleurs, j'ai inscrit, je dis tiens ça pourrait faire office de titre. Le titre n'étant pas forcément une synthèse, mais plutôt, dans ce cas-là d'ailleurs, plutôt une métaphore de l'état du toxicomane. Enfin, une métaphore possible. Et voilà. Donc le titre, à chaque fois, on a une petite histoire avec Sabine, parce qu'à chaque fois, elle trouve que mes titres sont un petit peu courts. Non, elle trouve trop long, alors... donc à chaque fois, elle me dit, t'as pas plus court? Donc je cherche, mais non, à un moment donné, c'est comme la distance qui nous sépare du prochain poème, il y a eu des propositions plus courtes. Mais bon, à un moment donné, c'est le titre qui fait sa loi, et c'est lui qui s'impose, qui vient dire... Alors cette pièce fait s'entrechoquer l'image de l'enfance et celle de la vieillesse afin d'aborder la question de la toxicomanie et du processus du sevrage. Comment s'est organisé le travail d'écriture? Est-ce que vous avez commencé par la question de l'addiction ou plutôt par la question de la résolution à l'addiction? Quand ils arrivent dans ce lieu-là, qui est un endroit thérapeutique, ils sont déjà sevrés. C'est-à-dire ils ont décidé d'arrêter le produit. Sauf que c'est pas si simple, c'est pas un bouton qu'on tourne. Et donc là, ils sont sur des périodes de 6 mois, parce que là où j'étais, c'était un lieu dit collectif. Et donc là, ils ont des traitements de substitution. Et donc pendant ces 6 mois-là, ils sont censés se débarrasser aussi du traitement. Enfin bon, c'est pas si simple, hein, je résume, là, je suis un peu caricatural. Et donc la question du sevrage, elle est... De toute façon, ils viennent pas là s'ils n'ont pas décidé d'arrêter le produit. Donc elle l'est déjà au départ. Sauf que c'est tellement fragile, ce monde-là, le monde des toxicomans. Ces gens-là sont constitués de tellement de fragilité que rien n'est gagné, que le sevrage n'est pas ça serait le but, mais rien n'est gagné. Et dans le texte, je ne pense pas que j'ai laissé la porte. Enfin bon, la porte est ouverte. Est-ce qu'il va y arriver? Va-t-il y arriver? Enfin bon, parce qu'il y a 2 personnages donc. Un résident qui représente un peu tous les résidents et un éducateur qui représente un peu tous les éducateurs. Et là-dedans, on suppose que ça s'améliore, sa situation s'améliore, mais il y a un flou artistique, on ne sait pas, on le laisse un peu au bout du tremplin. Prêt à plonger dans la piscine, mais est-ce qu'il y a de l'eau dans la piscine? On ne sait pas. Extrait, lu par l'auteur. Sur le seuil. Je suis sur le seuil. J'avance sur place, je n'avance pas. Derrière moi, la vie. Devant moi, la vie. C'est quoi la vie? Je suis sur le seuil. Je piétine, un pied sur l'autre. Enveloppé dans un nœud, j'ai le feu au cul, sur la nuque, un pied sur l'autre, je tasse, le feu aux cheveux. Et devant du froid qui m'attend que je dois croquer pour en faire du chaud. C'est quoi ces températures qui me prennent en sandwich? C'est quoi ces mâchoires? Je ne suis pas une viande, je suis un os, un peu de respect. Ici, je mange le temps avec une paille car ma bouche ne porte plus de dents rigides. J'offre des gencives rouges aux lèvres des oiseaux qui passent. Je hais les oiseaux, je les aime, je hais les oiseaux. Ici, on me demande de grandir, s'il te plaît, moi qui suis déjà si vieux, le plus vieux de tous par mes actes et mes horreurs. J'ai les meilleures horreurs du monde, tu veux les voir? Je suis un vieillard naufragé sur un nouveau-né, ou peut-être l'inverse, un bébé échoué sur un vieux rocher, et mon corps cherche son sauveteur parmi les étincelles de mon esprit. J'ai encore des sauvageries blanches qui m'achètent. Ici, on me présente la mort ralentie. Ici, la mort est une poupée Barbie et je lui peigne les cheveux. Je joue au sauvetage avec la conviction des enfants et des châteaux de sable. Tout se passe bien à marée basse, et puis la mer remonte, et mes édifices s'effondrent pitoyablement, et il y a de quoi sortir les yeux de la tête. Je suis sérieux, je suis sérieux. Je suis sur le seuil de ma mère et de mon père, dans un endroit qu'ils ont inventé dans leur copulation sans rien me dire. Ils m'ont commencé, ils ne m'ont pas fini, ils m'ont interrompu. Je suis né pas entier et je cherche éperdument mon couvercle, l'autre bout de ma chère personnalité.
Mon père a fait du fromage avec le lait de ma mère et ça m'a coupé le kiki. J'ai dû avaler plus gros que mon âge et digérer quand même. Depuis tout petit, je fais des merdes déformées, de petits tas hallucinogènes, et tremper le doigt dans mon caca et le sucer m'envoyait déjà en l'air. Alors je cherche ce qui n'est pas attaché, la partie de moi qui fuit, comme un lapin avec des fusils au cul qui sentent le civet. Bonjour, chère personnalité, comment vas-tu ? Quand j'appelle ma personnalité, elle ne répond pas. Elle a toujours quelque chose d'autre à faire. Le ménage, la vaisselle, rentrer du bois pour l'hiver, partir en vacances, partir à la guerre. Ma personnalité n'est jamais chez moi, pas souvent. Alors je la fais cocu, naturellement, avec le vent qui est mon amant et ma fumée. On me dit impatient. C'est faux. Je suis simplement sans calendrier. J'ai la fin collée au début et quand ça commence, c'est déjà fini. Chez moi, la tête est posée sur les pieds et ce qui est absent et qui s'appelle le corps, j'en ai fait une enclume pour mes invisibilités. Ce qui explique qu'il faut comprendre que j'ai des bruits et des étrangetés et des mystères très accaparants, dont la simple raison ne possède pas les clés. Regarde, je suis l'inventeur du raccourci. On prétend que c'est Léonard de Vinci, c'est faux. Lui, c'est la vis sans fin et moi, la fin par le vice. Jeu de mots. Chacun sa partie, pas confondre les artistes. Il est beaucoup plus talentueux de nier que de créer. Regarde, ça fait comme une petite explosion à l'intérieur qui ne sort pas, une explosion de peinture surréaliste. Mais ça n'attire pas les collectionneurs. Personne ne pend vos petites négations dans une galerie pour tenter de les vendre. Sur le marché de l'art, le déni est une catastrophe, alors que son élaboration est une prouesse quotidienne. Et on ne gagne pas de fric avec, et on ne devient pas célèbre. La vie est une croûte invendable. On dit que je mens. C'est faux. 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 Je te dis que c'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. C'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est faux, ce n'est pas vrai. Comment est-ce qu'il faut te dire ça ? C'est vrai que c'est faux, ça c'est vrai que c'est faux, c'est vrai, c'est vrai, tu entends ? C'est vrai, que c'est faux, comment je dois te le dire ? C'est vrai que c'est faux, que je mens, que c'est faux, tu m'entends ? Que c'est vrai que c'est faux, tu entends ? C'est faux, c'est vrai ! Moi, j'ai simplement le corps comme le monde, avec des guerres un peu partout, des famines, des génocides, des régions désertiques, du réchauffement de la planète, et puis aussi quelques endroits d'une stupéfiante beauté, mais de plus en plus rares. Les toxicomanes, nous sommes des visionnaires. Les lois de la vie quotidienne ne sont pas faites pour nous. Nous fonctionnons à l'échelle des civilisations qui est celle du désastre et de l'extinction. Nous sommes des métaphores et on nous prend pour des créatures. Moi, c'est quand je ne vais pas bien que je vais bien. Aller mal, c'est aller bien. On me demande « Tu vas bien ?» Je dis non, je me sens mal. Alors je me sens bien. Je suis ici pour les autres, par la volonté des autres uniquement. S'il n'y avait que moi, je serais loin, ailleurs, dans une autre vie. Alors j'obéis, je joue le jeu. Je m'applique à devenir une image propre et douce, un ange. Tu n'entends pas le bruit de mes ailes ? Flap, flap, flap. Le matin, je me lève. Flap, flap, flap. Le midi, je mange. Flap, flap, flap. Le soir, je me couche. Flap, flap, flap. C'est pour ma fille que je suis ici, uniquement pour elle. Je ne peux pas laisser ma fille sans père. On ne peut pas laisser un enfant sans son père, qu'est-ce qu'il deviendrait ? C'est pour elle que je suis là. Les enfants, c'est ce qui reste quand il n'y a plus que l'os. Un jour, une femme a frappé à la porte de ma chambre. Elle portait une balance. Elle s'est avancée vers moi et m'a gentiment demandé de détacher mes paupières. Puis elle les a pesées, l'une après l'autre, en prenant beaucoup de précautions. C'est comme ça que j'ai appris que chacune de mes paupières pesait 1 kilo. Ce n'était pas un rêve. J'ai l'impression d'être un piano. Mais quand tu appuies sur une touche, ce n'est pas la bonne note qui sonne. C'est une autre note.
Quand tu appuies sur le Do, c'est le Mi ou le Fa qui répond. La musique n'est jamais là où tu l'attends, et c'est ça qui te détruit à la longue. Prends un grand chef d'orchestre. Si tu lui mets des bruits de violon dans le piano ou de clairon dans la contrebasse, comment veux-tu qu'il s'en sorte? Et encore, lui, il est célèbre. Les gens comme nous, les toxicomanes, on nous appelle les icebergs, parce qu'on a la partie immergée sombre et dangereuse. Notre apparence est une lente dérive dans les eaux glacées de la société, et lorsque les gens nous croisent dans la rue, ils se souviennent du Titanic et changent de trottoir. Quand tu es seul sur un trottoir et que toute la ville est sur le trottoir d'en face, c'est que tu es devenu toxicomane. Vous pouvez nous parler un petit peu plus de la relation avec les résidents? À quelle fréquence? Parce que ça a duré 6 mois, hein, je vois de janvier à juin 2009. C'est ce qui est écrit en tout cas dans le texte. Ça, à quelle fréquence avez-vous rencontré ces résidents? Et puis selon quelle modalité? Est-ce que c'était des ateliers d'écriture, des questionnaires, des... Alors justement, la particularité, c'est que donc j'ai entendu parler de ce centre-là qui est à côté de chez moi et qu'ils avaient envie de travailler avec un auteur. Je passe les détails, hein, sinon ça risque de prendre un peu de temps. Donc j'ai téléphoné, je me suis présenté, ils m'ont dit ah oui, tout à fait d'accord pour travailler avec un écrivain, parce qu'ils avaient une expérience précédente avec un caméraman, mais la caméra avait effrayé tout le monde, trop impudique, et donc ils avaient remballé l'affaire, le caméraman et tout, donc un écrivain, ça leur paraissait inoffensif à côté. Tu te pointes avec une feuille, un crayon, tout ça, bon, ça va. Et donc je suis resté une semaine entière chez eux, au terme de laquelle j'ai fait une lecture des textes de ce que j'avais écrit pendant la semaine. Et là, on était dans la pièce des éducateurs, là, ils étaient une douzaine, là, c'était assez impressionnant. Et donc là, j'ai mis un peu la patate hein, dans ce que pour savoir si ça valait le coup et si ça les intéressait. La restitution que j'avais faite, si ça pouvait leur servir dans le bon sens, hein, servir à tout le monde. Parce que j'étais là, justement, je n'étais pas là pour faire des ateliers d'écriture, mais on m'avait demandé de venir pour faire mon boulot d'auteur et d'écrivain, c'est-à-dire j'écrivais, j'étais totalement libre d'écrire ce que je voulais dans le lieu, aussi bien du côté des résidents que du personnel accompagnant. Voilà, donc j'ai écrit ce qui correspond à peu près aux premières pages du texte, d'ailleurs, qui sont restées pratiquement intactes, et un petit texte qui longtemps s'est appelé Sur le seuil. Ces gens, les toxicomanes, sont en permanence sur le seuil. Ils sont entre deux mondes. Comme ils jouent beaucoup avec la vie, ils jouent aussi beaucoup avec la mort, donc on sent très bien qu'ils sont dans ce couloir-là, en équilibre. Et après, je suis venu de manière, genre 2 heures toutes les semaines. Pareil, je continue à écrire. Mais finalement, on a fait des ateliers d'écriture, on a fait de l'écriture collective, on a même fait du théâtre avec eux. On a bien rigolé. Et donc, je me suis plutôt attaché à ce lieu et à ses habitants, qui ont beaucoup changé, parce qu'il y avait un roulement aussi assez conséquent. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu, avant cette version-là qui existe dans le livre, et que Sabine a bien voulu publier, j'en ai fait au moins 3-4 avant, mais qui ne me... Je dis non, j'y suis pas encore, j'y suis pas. Parce que je lâchais pas, enfin, bon, il faut du temps, hein, il faut du temps. Et quand vous dites avec eux, c'est avec les résidents ou avec les résidents et les éducateurs? Ah, avec les deux, tout le monde. Ouais. Mais bon, j'étais invité à voir ce qui se passait, je mangeais avec eux, je discutais, de temps en temps, il y en a qui me faisaient des confidences. Mais par exemple, j'ai jamais assisté à des entretiens avec les psychologues ou les psychiatres qui étaient d'ordre complètement privé. Mais bon, après, j'en entendais parler de certaines choses par la bande, comme on dit. Mais c'était plutôt assez joyeux. Et surtout, ce dont parle aussi ce texte, si je peux me permettre, ça parle du courage. Parce que ces gens-là, je les ai trouvés vachement courageux, finalement. Je dis, putain, parce que si se sont mis à un moment donné à s'envoyer du produit dans les veines, c'est parce que, généralement, ils ont des histoires personnelles totalement catastrophiques. Donc, il a bien fallu faire fin. Enfin, bon, voilà, ils en sont arrivés là pour ça. Et là, donc, ils avaient un premier combat qui consistait à se séparer du produit. Et en général, évidemment, ils retombaient devant l'histoire pour laquelle ils avaient commencé. C'est-à-dire avec des histoires infernales, des histoires familiales complètement délirantes. Enfin, c'est quand même assez costaud, hein. Et donc ces gens-là, ils sont là. Tu les as en face de toi, tu as l'impression, enfin, pas toujours non plus, j'aurais pas non plus caricaturé, mais ils sont souvent
ou tu as l'impression qu'ils vont se briser, ou qu'ils vont exploser, ou qu'ils vont, je sais pas quoi, disons en perpétuel... Sur la brèche. Sur la brèche, et en quête de vie, quoi. Enfin, il faut gagner sa vie tout le temps. En termes concrets, là. Hein. Il faut gagner sa vie tout le temps. Je dis, putain, les mecs et les filles, les gars, les filles, bravo, quoi. Nos petits problèmes à côté paraissent presque touristiques. Et la relation avec les éducateurs, parce que la pièce... Le personnage de l'éducateur est tour à tour adjuvant, il aide, enfin en tout cas il est là pour aider, à sortir du cercle de l'addiction, ou bien en abordant la question des problèmes en amont, ceux qui ont conduit justement à l'addiction, mais il est aussi qualifié de charognard, une forme de charognard qui tire son salaire de cette souffrance humaine. Ouais, mais ça c'est la petite vengeance du résident. Non, parce qu'effectivement... Je pense que dans la majorité, les éducateurs sont remplis de compassion. Mais simplement, ils sont obligés de faire les flics parce que les résidents, les toxicos, en fait, c'est des grands gosses, quoi, aussi. Hein. Et puis, par exemple, s'ils ont à dire quelque chose, il faut qu'ils le disent tout de suite. Donc tu leur dis non, tu prends un rendez-vous et tu viens me le dire quand ça sera le moment, t'es pas tout seul, chacun son tour. Mais ils ont un peu, j'ai ça, donc il faut que ça se résolve tout de suite, et donc régulièrement, plusieurs fois par jour, il faut qu'on leur signifie qu'il y a des frontières, il y a des trucs à pas dépasser, parce que le toxicomane, il les dépasse assez facilement, naturellement. Il est capable de mentir aussi, puis il le dit, évidemment qu'on ment. Pourquoi on mentirait pas? Si je dis la vérité, je l'aurais pas, donc je mens. C'est une sorte de rééducation aux règles sociales, en fait. Il y a ça, de toute façon, parce que le cheminement dans ce genre d'établissement, là, c'était un lieu collectif. Après, si tout marche bien, ils ont possibilité d'avoir 6 mois on leur prête un appartement en ville, où ils sont aussi toujours en relation avec le centre. Hein. Et après, normalement, on les aide aussi à devenir autonomes. Donc, il y a toute une progression. Mais de toute façon, la recherche du fric et de la dope et tout, à un moment donné, ça a été tellement la chose à obtenir dans leur vie, qui puissait leur vie. Donc, de toute façon, à un moment donné, ils y vont pas par 4 chemins. Ils foncent tout droit. Donc, c'est des grands mômes. Tu es obligé de leur dire non, ça, tu le fais pas. Extrait. En travail, sous la direction de David Léon, par les étudiants de l'ENSAD. Tu as appris quelque chose? Rien du tout. Tu sais ce que ça veut dire? Je sais. Je suis pas fou. Je joue le jeu. Ne mens pas. Je ne mens pas. Tu as la tête dans l'assiette. C'est mon droit. Hier, tu mangeais normalement. Et alors? Aujourd'hui, tu as la tête dans l'assiette. Tu ne la tiens pas debout. C'est mon droit de mettre la tête dans l'assiette. Quelqu'un a fait à manger aujourd'hui. Je sais. C'était quoi au menu? Je sais plus. Tomates farcies, ça te dit quelque chose? C'est ça. Tomates farcies. Tu les vois? Évidemment, je les vois. On dirait que c'est toi la nourriture. Me cherche pas. C'est toi la nourriture? Ne force pas. C'est pas forcément une agression. On dirait que c'est toi la nourriture. Comme si tu voulais le faire remonter, en fait. On va voir comment ça avance après. Comme si tu voulais lui donner, redonner vie. Comme c'est aussi une pièce sur la toxicomanie, tout ça. Tu vois? Me cherche pas. C'est une manière de... Moi, j'entends comme ça. Ne m'humanise pas, en fait. Non. Ouais, ne va pas là. Tu vois, mais c'est souvent dans ces personnes qui sont dans les grandes difficultés, dans les grandes souffrances psychologiques, tout ça. Il y a certaines phrases, c'est des intrusions. Et là, ce qu'il dit, par exemple, c'est trop. C'est comme si c'était toi la nourriture. Tu es vivant, en fait. Ne me cherche pas là. Ne touche pas à mon corps, en quelque sorte.
Tu vois, mais c'est beau. La considération hier, les tomates farcies hier, quelqu'un a fait à manger. Tu vois, la considération aussi pour l'autre dans les phrases, tout le temps. Tu peux reprendre là, Aurélien, quelqu'un a fait à manger. Quelqu'un a fait à manger aujourd'hui. C'est beau aussi ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, quelqu'un a fait à manger aujourd'hui. Je sais. C'est la grande force du quotidien aussi. Pardon, on reprend. Quelqu'un a fait à manger aujourd'hui. Je sais. C'était quoi au menu? Je sais plus. Tomates farcies. Ça te dit quelque chose? C'est ça. Tomates farcies. Tu les vois? Évidemment, je les vois. On dirait que c'est toi la nourriture. Me cherche pas. C'est toi la nourriture? Me cherche pas. C'était pas ta tête au menu. Non. C'était pas ma tête. Alors mange tes tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que tu as dans l'assiette alors? C'est pas des tomates farcies. Oui, là il y a comme un... Moi ça me rappelle une résidente avec laquelle je travaille. C'est pas des tomates farcies. Une résidente par exemple, s'il y a vraiment, si c'est des tomates farcies et que moi je dis c'est des tomates pelées, non. C'est pas des tomates pelées. C'est des tomates farcies. Les mots. Tu vois? Non. Et là je pense, on peut... il y a de ça pour moi. C'est pas des tomates farcies. Mais c'est pas le mot des tomates farcies. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est pas des tomates, il dit quoi? C'est pas des tomates farcies, c'est pas des tomates farcies, c'est pas le mot tomate farcie. Il le dit une troisième fois. Des haricots verts, c'est ça. Il trouve après. Ok. Et c'est très intime. Ouais. Alors mange. Allez. Te laisse pas aller, mange. Alors mange tes tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que tu as dans l'assiette alors? C'est pas des tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Ouais, reprenons-le encore, Ouais. parce que t'as le temps aussi à l'intérieur, c'est pas des tomates farcies, c'est les deux mots. D'accord. C'est pas les tomates en fait, c'est le mot qui ne lui va pas. Le langage. Alors mange tes tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que tu as dans l'assiette alors? C'est pas des tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que c'est? Des haricots verts. Il le sait, en revanche. Des haricots verts, il le sait. Depuis le début? Oui, Ah oui, d'accord. Oui. Mais c'est pas, et si tu veux, mais il faut rester proche de soi, toujours intime. Mais en fait, comme il le dit 3 fois, ça s'accumule. C'est pas des tomates farcies, c'est pas des tomates farcies, c'est pas des tomates farcies. Tu vois, c'est une agression dans son corps. D'accord. C'est vraiment intérieur. C'est pas dirigé vers lui. Ok. Et lui essaye après de le. C'est tout le jeu entre ce qui se passe dans le réel, entre l'éducateur et le résident. C'est comment l'un essaye de rattraper l'autre qui est à un autre endroit. Tout ça, c'est. Essayons. Ok. C'est aussi, me fais pas du mal avec ce mot. Tu me fais mal avec ce mot, tomate farcie. Alors mange tes tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que tu as dans l'assiette alors? C'est pas des tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que c'est? Des haricots verts.
Tu as des haricots verts dans l'assiette? Oui. Tes tomates farcies sont des haricots verts? Y a pas de tomates farcies, c'est des haricots verts. Alors mange tes haricots verts. Y a rien dans mon assiette. C'est pas il y a rien. C'est le mot aussi. C'était très Ah. bien là. C'est ça. Ok, on reste en fait sur... Ouais, ouais. Ah oui, il y a rien dans mon assiette. Mon assiette, c'est les mots. Ok. Tu vois? Ok, ok, ouais, ouais. C'était très juste là. Et il va arriver à 100. Tu vois? Ils vont arriver au mot 100. Oui. Ok. La vie. Enfin, faut voir ce que ça raconte. Alors mange tes tomates farcies. C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que tu as dans l'assiette alors? C'est pas des tomates farcies. C'est pas des tomates farcies? C'est pas des tomates farcies. Qu'est-ce que c'est? Des haricots verts. Tu as des haricots verts dans l'assiette? Oui. Tes tomates farcies sont des haricots verts? Y a pas de tomates farcies, c'est des haricots verts. Alors mange tes haricots verts. Y a rien dans mon assiette. Mon assiette est vide. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a dans ton assiette? Rien. Et les haricots verts, où ils sont? Quel haricot vert? Y a rien dans mon assiette. Mais lui, ça me le met dans l'inquiétude. Lui, il dit, il n'y a rien dans mon assiette. Et l'autre, tu vois, je dis ça sur cette phrase, qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce que tu dis qu'il y a dans ton assiette? Attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Il n'y a rien? Tu dis qu'il n'y a rien? Il y a une inquiétude, il y a une considération de l'autre. Ok. Alors mange tes haricots verts. Ok. Alors ça va, mange tes haricots verts. Alors mange tes haricots verts. Y a rien dans mon assiette. Mon assiette est vide. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a dans ton assiette? Rien. C'est-à-dire, pardon, j'ajoute, qu'est-ce que tu dis qu'il y a dans ton assiette? Attends, c'est qu'est-ce que tu dis qui est important? C'est pas l'assiette. Tu vois? D'abord, c'est qu'est-ce que tu dis qu'il y a dans ton assiette? Il n'y a rien là? Rien. Oui. C'est toujours considérer le langage de l'autre. Que quand il dit qu'il ne dit pas rien, quand il dit qu'il n'y a rien, quoi, c'est qu'il dit qu'il y a une angoisse. Alors mange tes haricots verts. Je te laisse libre, en quelque sorte. Alors mange tes haricots verts. Y a rien dans mon assiette. Mon assiette est vide. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a dans ton assiette? Rien. Et les haricots verts, où ils sont? Quel haricot vert? Y a rien dans mon assiette. Et ces trucs rouges, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est du sang. Tu as saigné? Non? C'est juste du sang. Qu'est-ce que fait du sang dans ton assiette? Je n'ai pas d'assiette. Tu n'as pas d'assiette? Où tu vois une assiette? Devant toi? Sur la table? Quelle table? La table à manger. Tu n'as pas faim? Pourquoi j'aurais faim? Je ne suis pas là. Tu n'es pas là? Je ne suis pas là. Pourquoi je te vois alors? C'est ton problème. Pourquoi tu me réponds?
Où tu vois que je te réponds? Tu ne me réponds pas? Non. Et tu es où si tu n'es pas là? Ailleurs. Où ça, ailleurs? Ailleurs. Tu veux pas me dire où? Ailleurs. Loin d'ici. C'est où, loin d'ici? Tu ne connais pas. Et tu reviens quand? Jamais. On va te regretter. C'est ton problème. Tu me donnes ta part alors? Ma part de quoi? De tomates farcies. Touche pas à ça. Tu n'es pas là. Ça refroidit. Touche pas à ça, c'est ma part. Je le mange. Sinon, ça va se perdre. Occupe-toi de ton assiette. On ne peut pas jeter de la nourriture. On ne va rien jeter. Tu n'es pas là. Si on ne le mange pas, on va le jeter. Je suis revenu. Tu es revenu? Je suis revenu. Pardon, mais je ne vois personne. Je suis là, en face de toi. Désolé, il n'y a personne en face de moi. Alors, le texte indique aussi qu'il y a une scène, la scène de la cigarette, a été l'occasion d'une écriture collective avec les résidents. Et c'est vrai que c'est une scène qui me semble assez centrale parce qu'on sent un renversement de la relation entre le résident et l'éducateur, parce que l'éducateur finalement a lui aussi une addiction au tabac. Et une addiction qui assez forte au point qu'il accepte un jeu que lui propose le résident. Et comment cette situation a-t-elle été inventée par les résidents? Alors, déjà, ça fait quand même un moment que ça s'est passé, tout ça. Donc, c'était en 2009, donc il y a un moment. Donc, je ne sais plus exactement comment les choses se sont déroulées. Mais je sais que moi, j'ai proposé une écriture, d'écrire, et puis éventuellement de jouer après ce qui s'est passé réellement. Mais sur le coup, c'était simplement d'écrire quelque chose. Et comme, de toute façon, l'écriture, c'est moi qui tenais le stylo, c'est moi qui écrivais concrètement, mais on était 7, 8, 9, 10, selon les jours. Et j'ai peut-être dû proposer cette situation-là, parce que oui, on leur demande aussi beaucoup de choses écrites. Vu qu'ils sont capables de mentir, il y a beaucoup de choses qui sont écrites et signées, concrètement dans leur vie, hein. Par exemple, quand on leur donne leur traitement de substitution au début de la semaine, ils signent le papier comme quoi ils l'ont bien reçu. Comme ça, il n'y a pas de problème, ils peuvent pas venir réclamer. Si ils ont leur argent dans un coffre dans le bureau des éducateurs, s'ils veulent de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais ils signent le papier comme quoi ils ont pris de l'argent. Donc ils signent beaucoup. Il faut des actes concrets, visuels. Comme ça, après, tu peux raconter ce que tu veux, tu as signé le truc. Les contrats. Voilà, donc là, c'est un petit jeu. Mais à l'origine, dans cette écriture collective, en fait, c'était deux résidents. Et moi, comme j'en avais installé qu'un dans mon texte, non, mais il m'a semblé intéressant de mettre justement un éducateur et un résident pour que le résident puisse assouvir cette petite vengeance, inverser les rôles et fasse signer lui-même des choses à l'éducateur, à le prendre à son propre jeu. Cependant, à la fin du texte, cette fois dans une autre situation, le résident propose réellement une cigarette à l'éducateur qui la refuse et qui dit « non, j'ai jamais fumé ». Donc à ce moment-là, on peut être en mesure de penser que la scène de la cigarette est un rêve ou un fantasme du résident vis-à-vis de son vis-à-vis l'éducateur. Extrait. En travail, sous la direction de David Léon, par les étudiants de l'ENSAD. Ok, allons-y. Tu connais cette histoire où l'enfant de 7 ans se réveille dans sa chambre? Eh ben, c'est l'histoire d'un enfant de 7 ans qui se réveille dans sa chambre. Il se frotte les yeux, il descend de son lit, il met ses pantoufles, il bat un grand coup, puis il sort de sa chambre en se frottant les cheveux. Quand il arrive dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, il a 11 ans. Sa mère boit son café, assise à la table.
Il l'embrasse et il va s'asseoir en face d'elle. Alors, on va vraiment dans l'histoire. Tu connais l'histoire de l'enfant de 7 ans qui... Bon, alors je te raconte l'histoire comme un conte. Ah, un conte, Oui, d'accord. voilà. Pas une histoire drôle. Ouais, un conte. Essayons comme un conte, vraiment. Ok. Et puis, tu vois, avec tous les événements du conte, quand il arrive dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, il a 11 ans. D'accord. Sa mère boit son café, assise à la table, elle l'embrasse, et là, tu vois. Ok. Essayons comme ça pour voir. Ok. Le petit chapeau rouge Tu connais cette histoire où l'enfant de 7 ans se réveille dans sa chambre? agrandit l'enfant de 7 ans. Tu connais cette histoire où l'enfant de 7 ans se réveille dans sa chambre? Ok. Tu connais cette histoire où l'enfant de 7 ans se réveille dans sa chambre? Eh bien, c'est l'histoire d'un enfant de 7 ans qui se réveille dans sa chambre. Il se frotte les yeux. T'as le temps, hein? Il se frotte les yeux. Tu vois, laisse du temps Oui, aussi. Là. ok. Il se frotte les yeux. Reprends. Il se frotte les yeux. Il descend de son lit. Il met ses pantoufles. Il bâille un grand coup. Et il sort de sa chambre en se frottant les cheveux. Quand il arrive dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, il a 11 ans. Sa mère boit son café, assise à la table. Il l'embrasse et il va s'asseoir en face d'elle. « Alors, mon grand, dit sa mère, bien dormi ?» Il dit oui, et il remplit un bol de céréales, et il verse du lait dessus, et il commence à manger, en faisant des grands slurps. Et ça fait sourire sa mère. Les grands. Ok, en faisant des grands... Et ça fait sourire sa mère. Ok. Je reprends depuis là, et puis un moment où tu veux que je reprenne plus haut? Tu peux reprendre. Sa mère boit son café assise à la table. Il l'embrasse, il va s'asseoir en face d'elle. Alors, mon grand, dit sa mère, tu as bien dormi? Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Sa mère boit son café, assise à la table. Il l'embrasse et il va s'asseoir en face d'elle. Alors, mon grand, dit sa mère, bien dormi? Il dit oui. Et il remplit un bol de céréales et il verse du lait dessus et il commence à manger en faisant des grands... Et ça fait sourire sa mère. Sa mère et lui prennent leur petit déjeuner en silence, en écoutant la radio. Ils échangent de temps en temps un regard quand une nouvelle est particulièrement mauvaise. Et puis, à un moment, on entend un bruit de porte dans la maison et la mère dit « Ton père a fini! À toi !» Et l'enfant s'essuie la bouche avec le dos de sa main. Et cette fois, la mère a un sourire un peu triste et il se lève et il sort de la cuisine. Dans le couloir, il se croise son père, en robe de chambre, qui revient de la salle de bain. Et quand il l'embrasse, il a 18 ans. Son père sent le déodorant et il lui demande « Bien dormi, mon grand ?» Mais il n'attend pas sa réponse. Il continue vers sa chambre, où il entre pour s'habiller, laissant derrière lui l'enfant qui a maintenant 23 ans. Quand l'enfant pénètre dans la salle de bain, il se regarde dans la glace et il voit qu'il a 38 ans. Il fait semblant de se raser avec le rasoir de son père, puis il se lave les dents, puis il entre dans la douche et il se lave, et quand il en ressort, il a 44 ans. Ensuite, l'enfant s'habille dans sa chambre, et quand il a fini de s'habiller, il a 62 ans. Il aplatit ses cheveux avec sa main pour les coiffer, et il prend son cartable au pied de son bureau, et il a 75 ans. Il retourne dans la cuisine, et sa mère et son père s'arrêtent de parler quand il arrive, et c'est comme si la radio se mettait à hurler. « Bonne journée, mon grand !» dit sa mère. « Bonne journée, mon grand !» dit son père. Et il les embrasse, l'un après l'autre, et il a maintenant 88 ans. Ensuite, il prend son manteau dans le vestibule, et il l'enfile, et il sort de la maison, et il fait beau aujourd'hui. Il entend son père et sa mère parler à nouveau à travers la porte. Quand il s'écroule dans l'allée qui mène à la rue, il a 92 ans. Quelques minutes plus tard, son père sort de la maison et marche sur son corps et il a toujours 92 ans. Son père monte dans la voiture
Et il l'entend démarrer et s'éloigner dans la rue, et quand il ne l'entend plus, c'est à sa mère de sortir de la maison. Elle ferme la porte à clé, puis elle passe sur son corps, et il a toujours 92 ans. Et il entend les pas de sa mère s'éloigner dans la rue. Et puis, c'est le silence complet. Dans la journée, les oiseaux viennent se percher sur son corps, mais ça ne change pas son âge. Et puis un chien vient renifler, mais ça ne change pas son âge. Ensuite, les parents rentrent le soir et ils marchent sur son corps. La mère d'abord, puis plus tard, le père. Le lendemain, ils repartent et ils marchent à nouveau sur son corps. Et il faut ainsi plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour que l'enfant disparaisse dans le sol, puis encore un peu plus de temps pour qu'il disparaisse des mémoires. Voilà, c'était l'histoire de l'enfant qui meurt à 92 ans devant la maison de ses parents. Tu voulais la connaître et ça m'a fait plaisir de te la raconter. Tu connais l'histoire de l'enfant de 7 ans qui se réveille dans sa chambre? Oui. C'est l'histoire de l'enfant de 7 ans qui se réveille dans sa chambre. Tu aurais une cigarette? Oui. Tu m'en offres une? Bien sûr, avec plaisir. Alors? Fais-moi une demande écrite. Pardon? Fais-moi une demande écrite. Je te demande juste une cigarette. J'ai bien compris. Fais-moi une demande écrite. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne comprends pas? Tu ne sais pas écrire? Si, je sais écrire. Je vais pas t'écrire pour une cigarette. Il faut formaliser, ma vieille. Comme ça, les choses seront claires. Eh, je veux juste une cigarette. Tirer quelques taffes et on n'en parle plus. Eh bien, tu prends un bout de papier, tu mets la date, tu rédiges ta demande, tu signes et tu accèdes à tes désirs. Tu as mal dormi? Non, pourquoi? On dirait que tu compliques un peu les choses. Au contraire, je les simplifie. Tu vois, mais laisse du temps. Au contraire, je les simplifie. Ah oui, Laisse bien un sûr. temps Ouais. et je vais t'expliquer en quoi. Pardon, oui. Parce que ok. j'ai un réel projet et sans trace, il n'y a pas de réalité, tu vois. Oui, ça marche. Prends le temps de ça. Pas de conscience. Ok. Tu as mal dormi? Tu as mal dormi? C'est des vraies questions aussi. Hein. Tu as mal dormi? Enfin, Oui. pas comme moi, mais il Ouais. faut chercher la vraie question. Ok. Tu as mal dormi? Non, pourquoi? On dirait que tu compliques un peu les choses. Au contraire, je les simplifie. Sans trace, pas de réalité, pas de conscience. Et sans conscience, pas de relation saine entre les individus. Tu vas vite encore. Tu vas trop vite. Réessayons. Prends du temps. C'est politique presque ce qu'il dit. Ok. Sans trace, pas de réalité. Ok, Pas de conscience. La mort, quoi. ok. Sans formalité, etc. Tu vois, c'est comment dire, il y a un projet, si tu veux, c'est toute l'idée de l'administration, Ah de oui. la preuve, Ah du oui. papier, sans trace, pas de réalité, le fichage, Ouais. c'est tout ça, la mort, réduire les gens à des papiers, à des demandes, à des tampons, etc. Tu vois, Ok. c'est ça derrière. D'accord. C'est pas qu'une anecdote. Ouais. Tu as mal dormi? Non, pourquoi? On dirait que tu compliques un peu les choses. Au contraire, je les simplifie. Sans trace, pas de réalité, pas de conscience. Et sans conscience, pas de relation saine entre les individus. Tu sais ce que je pense? Non, Tu n'es pas généreuse. détrompe-toi. J'ai très envie de partager mes cigarettes avec toi. Tu es presque une amie, je te respecte. Mais il faut faire les choses dans les règles, harmonieusement. Le partage de cette cigarette deviendra incontestable et notre relation en sera consolidée. Bon. Tu as du papier? Pourquoi faire? Pour écrire ma demande? Ah non, j'ai juste du papier à cigarette. Il faut que tu te procures ton propre matériel.
C'est parfait. Tu vois, ce n'était pas compliqué. Tu connais l'histoire de l'homme qui est devenu un bout de bois? Oui, c'est l'histoire de l'homme qui est devenu un bout de bois. Tu n'as pas du feu? Si. Tu m'en donnes? Bien sûr. Fais-moi une demande écrite. Quoi? Tu connais maintenant, fais pas l'étonner. Tu vois, tu connais l'histoire de l'homme qui est devenu un bout de bois? Ce que tu vas devenir, Ah oui, d'accord. au bout de tout ce que je simplifie? Ouais. C'est pas fini mon histoire, tu vois? Bout de bois, allons-y. Il y a, tu vois, c'est un fouet. Ouais. Ok. Bon. Tu as du papier? Pourquoi faire? Pour écrire ma demande? Ah non. Mais si tu veux, oui, pardon, c'est... Bon, faut faire entendre. Bon, merde, allez, je Bon, consens. ok. Tu as du... Bon, Pourquoi? Ben pour écrire ma demande. ok. Oui. Tu vois, il y a quand même... Grave. Attends, mais tu vas me rendre fou en fait. Ouais. Mais ça rend fou de simplifier Ouais. les gens. Bon. Tu as du papier? Pourquoi faire? Pour écrire ma demande? Ah non. J'ai juste du papier à cigarette. Il faut que tu te procures ton propre matériel. C'est parfait. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Tu connais l'histoire de l'homme qui est devenu un bout de bois? Oui. C'est l'histoire de l'homme qui est devenu un bout de bois. Tu n'as pas du feu? Si. Tu m'en donnes? Bien sûr. Fais-moi une demande écrite. Quoi? Oui, mais rajoute. Bien sûr. Tu connais l'histoire, c'était bien ça, tu vois? L'homme qui est devenu un bout de bois. Bien sûr que je la connais. Oui, c'est l'histoire de... Tu vois, elle est Ok. troublée. Elle rajoute derrière... Tu aurais du feu, mais... Bien sûr. Tu m'en donnes? Bien sûr. Fais-moi une demande écrite. Il y a une machine à café qui est là du début jusqu'à la fin de la pièce, qu'on doit entendre couler, nous dit la didascalie. Ouais, c'est vrai. Elle figure le temps, ouais, c'est- l'ennui. Oui, je pense que c'est... Oui, ça figure le temps parce que là-bas, c'était assez important. Hein. C'est un peu la dope numéro 2, numéro 3, je sais pas quoi. Il buvait beaucoup de café et il passait pas mal de temps autour. Et il y en a un jour qui m'a dit, ce qui était un peu quand même, il a regardé, il me dit, quand je regarde le café couler, il coule plus vite. Quand je regarde le café, il coule plus vite. Mm. Donc lui-même avait le pouvoir d'accélérer le temps de cette manière-là. Donc c'est une horloge, une espèce d'horloge liquide, avec ce nouveau produit qui était le café et qui, métaphoriquement, était en mesure de couler dans leurs veines. Quelque chose comme ça. Dans leurs nouvelles veines. J'avais une petite question. Il y a le personnage du résident qui affirme « Je ne suis pas une viande, je suis un os ». Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Antonin Artaud qui, dans Pour en finir avec le jugement de Dieu, écrivait « Mais pour être quelqu'un, il faut avoir un os, ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant ». Je me demandais s'il y avait un petit clin d'œil dans votre écriture au théâtre de la cruauté, en tout cas pour le personnage du résident. Ben non, parce que en fait, je suis allé voir hier précisément ce qu'était le théâtre de la cruauté. Mais l'eau, c'est important, ouais, parce que ce qui pique, ou ce qui piquait les toxicos, ce qu'on pique, c'est la viande. Et encore une fois, ils sont entre la vie et la mort, hein, de manière très rapprochée. Donc la viande, c'est la vie, et l'os, ben, c'est la mort. Donc une fois que t'as fini de piquer ta viande, et ben, t'atterris sur l'os. Quoi. Il y a toujours ce rapport-là. C'est une image que les résidents employaient ? Non, mais moi qui m'a... Non, pas eux, non. De piquer la viande, oui, se piquer, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont un langage très très net et très clair par rapport à ce qu'ils sont. D'ailleurs, la première fois que je suis arrivé, où on m'a présenté pour voir ce que j'étais, il y en a un qui me dit c'est la première fois que tu fais ça? Alors moi, j'étais là, je dis oui, non. Puis je dis ça quoi? Il me dit travailler avec des toxicos. Je dis ah! Et j'étais très soulagé qu'il emploie lui-même le terme parce que je ne savais même pas si je pouvais prononcer ce mot-là. Donc ça a complètement libéré un peu le langage, enfin au moins le mien. Parce que je me suis dit, ces gens-là, ils savent très bien qui ils sont, ce qu'ils font, et ils n'ont pas du tout de retenue par rapport à ça. Au contraire, quelquefois même. Donc ce piquet, pour eux, oui,
ça va, quoi. Mais c'est la viande qu'on pique, c'est pas l'os. On arrive à l'os quand on a fini toute la viande. Voilà. Donc, exactement. Le stade. Je propose un extrait de la musique du film de Jim Jarmusch, Dead Man, avec Neil Young à la guitare, qui forme comme une nappe pratiquement permanente, comme une espèce de palpitation. PVC est une émission conçue et réalisée par Marie Reverdy. Mise en son par Bruno Méria. En collaboration avec Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Les extraits ont été travaillés au plateau par les étudiants de l'ENSAD, sous la direction de David Léon. Nous remercions nos partenaires de l'ENSAD, Gildas Milin, directeur, et Moustapha Touil, régisseur général.